L'historique de l'entreprise, elle a été fondée en 1890 par le père Michel. Le père Michel, c'était un personnage qui était taillandier de métier, qui fabriquait tous les instruments de coupe, les faux, les faucilles, les sécateurs, enfin tout ce qu'il pouvait forger. Et un jour, dans son commerce, il a commencé à instaurer, on va dire, un peu de l'article de, ce que nous on appelle l'article de bergerie, principalement les cloches. Alors on va, dans notre échange aujourd'hui, on va parler de deux choses différentes. Ça va être la cloche et la sonnaille. Voilà, parce que la cloche fait partie, est une partie de la sonnaille. Alors certains fabricants de cloches se font appeler fabricants de sonnaille. C'est un nom, on va dire un nom commun. Nous, on essaye de faire la chose pour différencier la sonnaille, puisque c'est l'ensemble d'un collier, d'une conjusque, d'une cloche et d'une paire de clavettes. Voilà. Donc ensuite, le père Michel, quelques années après, suite à pas mal de fatigue, a cédé son commerce à Émile Tesser, qui était en l'occurrence son gendre, qui a cédé le commerce en 1973 à M. Servel père, qui l'a cédé, si mon souvenir est bon, en 1984 à M. Servel fils, et qui me l'a cédé en janvier 2002 pour que j'essaye de continuer cette 5e génération d'établissement. Je faisais la fabrication des sonnailles, je faisais la démonstration de fabrication de sonnailles dans des animations folkloriques. Je venais me servir ici pour ma matière première, ce qui est cloche, cuir, clavette, planche. Et moi je faisais démonstration de fabrication de colliers, on va dire, l'assemblage, voilà, je faisais ce que je pouvais faire à ma hauteur. Puis un beau jour on s'est aperçu que on peut... avec un couteau, on peut dessiner un peu une rosace ou une feuille de laurier ou enfin, voilà, quelque chose. Et vous liez sympathie avec les gens qui sont en place dans le commerce là. Vous venez les voir une fois, deux fois, trois fois, un peu plus souvent et tout, sans qu'il y ait quelque chose de vraiment précis. Voilà. Hormis que eux repèrent une chose, c'est que vous avez, pour ainsi dire, la passion. Et ça, moi, je ne savais même pas que eux l'avaient perçu. Voilà. Mardi soir, fin août 2001, je me rappelle comme si c'était hier. C'était hier, de toute façon, c'est pas si vieux que ça, mais moi j'étais chez mes parents, et le téléphone a sonné chez mes parents, et c'était M. Servel fils qui me cherchait depuis un mois. Et ils m'ont juste dit, samedi avec ton épouse, on veut que vous soyez au mas, on veut vous parler. Donc j'ai pris mon épouse, et on est venu là, le samedi qui a suivi, et ils m'ont expliqué. Ils m'ont dit, tu as la passion, ce qui te manque, nous, on est capable de te l'apprendre. On a décidé que c'était toi qui devais prendre notre suite. Alors là, ça vous tombe un peu comme un coup de barre derrière les oreilles. Vous vous dites, prendre la suite d'un Servel, c'est bien, mais de deux, c'est plus que dur. Donc vous ne vous sentez pas à la hauteur. Puis quand ils m'ont dit, mais ne t'inquiète pas, on ne te lâche pas comme ça, on est avec toi. J'ai dit pourquoi pas quoi. J'ai dit pourquoi pas. Mais je peux vous garantir que pendant quelques nuits, j'ai mal dormi. Le sommeil, il n'est pas encore vraiment parfait parce que je dois représenter les établissements Cabiron-Laurent, mais je dois encore représenter les établissements Servel. Voilà. Et ça, c'est peut-être la chose la plus difficile à porter. J'espère que vis-à-vis d'eux, qui le ressentent comme ça, c'est-à-dire que je suis à peu près à la hauteur, mais c'est vrai que c'est la chose la plus difficile à porter. C'est-à-dire que quand vous savez les deux générations qui sont avant vous, je ne dois pas fabriquer du Cabiron-Laurent, moi. Je dois fabriquer du Servel. Ma fierté, c'est quand on arrive sur les foires et qu'on me dit on va acheter les sonnailles chez Servel. C'est-à-dire qu'on m'appelle encore Servel. C'est très bien. Et un jour, autant Alain que son père m'ont dit ouais, mais il faudra qu'on t'appelle un jour Cabiron. Je leur ai dit mais ça, c'est pas grave. Au plus on m'appellera Servel, au plus j'arriverai à avoir votre identité à vous, votre identité professionnelle. Nous, on nous appelait Tesser. Tesser ou Michel. Même Michel, même le beau-père. Les deux générations avant, sur les foires. Voilà. C'est cette identité-là. Voilà. Après, on sait que je m'appelle Laurent Cabiron. On va me faire un règlement par chèque, on marquera Laurent Cabiron. Quoique, il y en a encore, ils se trompent. Il y en a qui me mettraient encore les chèques au nom de Servel. Parce que c'est cette identité-là. C'est cette identité-là. Quand ils sont arrivés, eux, dans cette profession-là, Émile Tesser, le prédécesseur de M. Servel père, commençait à faire quelques sonnailles montées avec les colliers
Mais ce n'était pas la fonction principale. Le gros du développement de la sonaille toute montée, c'était M. Cervelle-Père qui l'a développé. Donc après, c'est devenu, on s'est aperçu, est-ce que c'est le hasard, est-ce que c'est pas le hasard? On s'est aperçu que l'entreprise fonctionne chaque fois avec 2 générations de la même famille. Voilà. Donc, est-ce que c'est des petits signes de hasard? Est-ce que c'est des trucs qui fonctionnent, on va dire? Moi, je m'arrête beaucoup à des détails comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de prendre mon petit cousin avec moi pour le former, essayer de faire devenir la 6e génération de l'établissement. Ça, on verra dans quelques années. Voilà. Ça, c'est pour la partie, on va dire, la partie historique de l'entreprise. Après, on peut partir sur la fonction de l'entreprise. Alors, la fonction de l'entreprise, c'est de fabriquer, justement, de donner une vie, une première vie, en y donnant une âme. On va parler d'âme, de vie, de son aux cloches que l'on reçoit. Il faut savoir que dans cet établissement, donc, on ne fabrique pas les cloches. Nous avons plusieurs fournisseurs de cloches, de différents modèles, de différents sons, de différentes formes et de différentes origines. Voilà. Donc la première fonction, nous, de notre travail, ça va être de donner le son à cette cloche, en lui apposant un battant. Alors le battant traditionnel provençal, c'est automatiquement de l'os, principalement de l'os du tibia de taureau de Camargue. Nous, on essaye de profiter de la matière que l'on trouve ici dans notre région. On a la chance d'avoir la Camargue à côté avec du bétail sauvage qui fabrique beaucoup de matière et très peu de moelle et qui donne une bonne qualité de son. En sachant qu'à l'époque, le battant le plus recherché de l'époque était le tibia d'âne, mais qui est malheureusement beaucoup plus difficile à trouver de nos jours. Et pour les petits sonaillons, on utilisait une partie de l'os de l'agneau ou de la brebis. Voilà. Donc ça va être la première fonction, c'est-à-dire de donner une identité à cette cloche, de lui étudier son son, on va dire. Et une fois qu'on aura tout embataillé, on appelle ça embatailler les cloches, on va procéder à la suite logique, c'est-à-dire le système de montage, pour qu'elle puisse être adaptée au bétail. C'est-à-dire qu'elle peut être adaptée sur un collier en cuir, petite taille pour certaines régions, pour une brebis, grande taille pour des vaches, par exemple, qu'elles soient sauvages, domestiques. Et ensuite, avec principalement, nous ici, c'est ce qu'on travaille le plus, et c'est ce que l'on fabrique le plus, ce sont les colliers en bois. Le collier en bois qui est en forme de lyre, qui est traditionnellement fait comme ça, qui est le modèle provençal. Voilà. Donc ici, notre fonction, c'est de transformer déjà la cloche en sonaille. Les personnes qu'on rencontre dans l'établissement, c'est les bergers d'un côté, les éleveurs de moutons, quoi. Et après, il y a tout ce qui est manadier. Voilà, toutes les manades de taureaux de Camargue, voire de taureaux de combat, puisqu'en Camargue, nous avons aussi des élevages de taureaux de combat. Notre client, c'est le passionné. L'évolution du temps a fait que la transhumance à pied ne se produit pratiquement plus. Maintenant, on peut presque les compter sur les doigts encore sur les doigts des 2 mains et encore. Bientôt, je crois qu'on les comptera sur les doigts d'une main. Le symbole typique de la sonaille, c'était la transhumance. Il faut savoir que maintenant, la transhumance se faisant en camion, les sonailles, disons les grosses sonailles, on n'a vraiment plus besoin. Donc elle est plus que prise par vraiment les éleveurs passionnés. Il y a un dicton qui est en place ici, je dirais pas qu'en Provence, Languedoc, le dicton qui dit qu'un troupeau sans sonaille, c'est un troupeau de cochons. Et c'est vrai que pas mal de bergers gardent cette phrase en tête, ce qui permet d'avoir quelques sonailles sur le troupeau. L'utilité des sonailles, disons la sélection du choix des sonailles, se fait surtout par rapport au troupeau du voisin. Il faut savoir que le métier de berger, c'est aussi à la base un métier un petit peu d'orgueil. À l'époque, on jugeait la qualité d'un troupeau de la façon qu'étaient bardés les ânes. Voilà. On faisait passer, au moment des transhumances, on faisait passer toujours les ânes en premier, avec leurs bardes. Et beaucoup de personnes regardaient comment étaient bardés les ânes, c'est-à-dire étaient habillés avec leurs bas, avec leurs bacholes, leurs zansaris. On regardait comment étaient habillés les ânes pour juger déjà l'état du troupeau qui allait suivre. Ça, c'était la première éthique. Maintenant, les sonailles, c'est uniquement de la para. Je veux dire que maintenant, ma clientèle, c'est vraiment le passionné. Voilà. J'ai rencontré des bergers qui, un jour, se préparaient pour aller faire une fête de transhumance, sans citer de nom, pour donner l'exemple. Et dans les 2 frères, un a dit à l'autre, bon, il faudrait qu'on se dépêche de finir de déjeuner, il nous faut aller en sonailler.
Moi qui étais là en place, j'ai dit c'est le moment ou jamais de voir ça. Et j'ai vu poser sur un troupeau de 1200 brebis, j'ai vu poser 3 sonnailles. Vous vous dites, il y a encore du chemin à faire. Voilà. Après, vous allez, hors partie de ça, vous allez rencontrer des éleveurs qui, vous vous dites, mais c'est pas possible, comment il va faire pour mettre tout ce qu'il possède. Vous avez des éleveurs qui sont, c'est plus fort qu'eux. C'est comme une drogue. C'est-à-dire, le fabricant de sonnailles, il est là à la foire, il faut qu'on en achète au moins une. Voilà. Vous avez de la clientèle qui vient et qui vous disent, si on n'a pas acheté de sonnailles, on n'a pas fait foire. On n'a pas fait la foire. Voilà. C'est plus fort qu'eux. Heureusement qu'il y a encore ces passionnés-là. C'est ce qui nous permet, nous, de vivre. Ce qui nous permet aussi d'avancer dans ce métier, c'est parce que avec la nouvelle génération d'éleveurs, il faut sans cesse, à l'heure actuelle, on me demande en permanence des nouveaux modèles. Voilà, la nouvelle génération d'éleveurs, c'est ça. Trouve-nous des nouveaux modèles, des nouveaux modèles, des nouveaux modèles. C'est comme s'ils étaient en soif d'identité nouvelle. Voilà. Ils essayent eux aussi de se faire une place dans le milieu du pastoralisme. Ils veulent se donner, eux, une identité avec des nouveaux sons. C'est ce qui moi, c'est ce que je perçois dans le métier. Par rapport à mes prédécesseurs, c'est vrai que eux qui ont connu la génération d'éleveurs juste avant moi, où il y avait des férus, c'est-à-dire les férus qui basaient sur les 4 sonnailles provençales, ils étaient à cheval uniquement sur la qualité du son. Le son, le son, le son, le son. À l'heure actuelle, le son est plus disparate. J'ai eu l'expérience ici dans mon établissement d'un éleveur qui me choisissait des sonnailles, là, du côté du magasin, qui choisissait des sonnailles et qui regardait la sonnaille, l'aspect de la sonnaille, le montage, l'aspect du collier, mais qui n'écoutait jamais les sons. Et je me suis permis de lui dire, mais tu les écoutes pas. Et les sons, tu choisis pas ton son. Et ce berger m'a répondu une très jolie phrase, et il m'a dit, une sonnaille ne s'écoute pas. Elle s'admire, mais elle ne s'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'un troupeau ensonnaillé, c'est une rivière qui coule. Donc il faut entendre tous les bruits. Alors, certains vont avoir ce discours-là, et d'autres vont arriver là, passer des heures devant tout le tas de sonnailles, et essayer de trouver leur son. Voilà. Ça, c'est encore aussi 2 extrêmes de la sélection musicale de la cloche. Voilà. Certains vont chercher un son harmonieux, d'autres vont chercher des sons disparates, certains vont chercher leur son à eux. Vous avez des bergers qui ont uniquement 2 sons dans leur troupeau. C'est-à-dire qu'ils prennent 2 catégories de sonnailles. Voilà, 2 catégories de sonnailles. Une pour les brebis meneuses, pour les bêtes meneuses, on va dire, et une pour l'identité du troupeau. Donc vous avez un son de roulement. Vous avez une vibration continue. C'est un roulement continu. Et d'autres qui vont aller sur des sons du plus clair au plus sombre, qui vont essayer de donner ou une identité à la bête, parce qu'ils peuvent faire ça pour donner une identité, ou alors pour donner l'aspect orchestre, on va dire. C'est-à-dire pour mélanger tous les sons dans le troupeau. Voilà. Celui qui est capable de donner, à l'heure actuelle, une identité à ces bêtes avec un son, c'est encore un crack. C'est de plus en plus difficile à trouver. Ça existe encore, j'en connais encore. Vous aurez peut-être la chance de les rencontrer. Celui qui est capable vraiment d'identifier les bêtes avec un son, théoriquement, on dit qu'il va passer son été en montagne pépère. Voilà. C'est le modèle de travail avec les sonnailles. Quand on parle de musique de transhumance, c'est l'ensemble des sonnailles, l'ensemble de toutes les sonnailles mélangées qui va former une certaine musique, une certaine mélodie. On ne peut pas parler de notes de musique proprement dit sur un troupeau. C'est strictement impossible. Il y a eu une époque où on disait que certains bergers aimaient choisir leur sonnaille par rapport à la gamme. Moi, celle-là, je ne l'ai pas connue. Je suis très sceptique depuis qu'on en bouge des sonnailles. Il faut avoir plus que l'oreille musicale pour arriver à trouver ça. Ou avoir fait vraiment des études de musique très poussées pour arriver à trouver la note parfaite. Parce qu'on travaille... Vous savez, ce qui va faire la différence du son sur une cloche, ça va être, surtout pour les nôtres, les sonnailles provençales, c'est qu'elles sont encuivrées. C'est-à-dire qu'elles ont un étamage de cuivre dessus. Donc tout dépend le taux de cuivre qu'il va y avoir d'apposé sur la cloche. Tout dépend où il va être situé. Tout dépend les différents galbes du métal qui forment la cloche. C'est-à-dire que sur une tôle, si on va utiliser une tôle
je vous dis ça un exemple, d'un dixième pour faire une cloche, il faut savoir que si on la regarde au microscope, elle n'est pas parfaitement plate, elle ondule. Tout dépend de ces ondulations, comment elles sont posées, on va obtenir des sons différents. On ne peut pas dire exactement quelle note elle va avoir. Je vais vous en sortir de la plus claire à la plus sombre. Ça va de soi. Mais qu'est-ce qui fait qu'elles soient plus claires ou plus sombres? Si vous les regardez, elles sont toutes identiques. Et c'est ça, la magie de la sonnaille. On se contente déjà d'essayer de trouver satisfaction pour la clientèle locale. Comparé à mes prédécesseurs, c'est que j'ai voulu agrandir mon secteur d'activité. Ayant un grand-père d'origine cévenole, enfin lozérienne, j'ai voulu aller retourner un peu vers mes racines de ce côté-là et voir un peu, essayer de découvrir un peu ce qui est aussi l'élevage en Cévennes, tout ça. Alors là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, c'est presque l'opposé de la Provence. La Provence, ici, comme on vous parlait de sons tout à l'heure, qu'on recherche des sons graves, vous allez dans les Cévennes, eux, ils recherchent des sons clairs. Clairs. Quand ici, un berger en sonnaille, un passionné, je vous parle, en sonnaille 25% du troupeau, ce qui fait déjà pas mal de cloches, vous allez dans un troupeau dans les Cévennes, ils en ont en sonnaille 90%. C'est la quantité. Bon, la végétation n'est pas du tout la même. Eux, il faut qu'ils entendent en permanence où se situent des bêtes. Ils ne peuvent pas se permettre de donner une identité à 90% du troupeau. Ce qu'ils veulent, c'est que ça fasse du bruit, de manière à savoir où elles sont, une identité sonore pour savoir où se situe le troupeau. Ici, c'est plus plaisir. Là-bas, c'est plus utilité. Exactement. Oui, ça y est, mais je l'ai dit. Ah, tu as fini par y venir sur la fauteuil. Quand c'est pour m'asseoir, je tiens plus là. Ah, tiens, là on est bien, tiens. On est bien. Peut-être pour compléter quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est est-ce que les sons graves passent mieux, dans quel endroit, ou l'aigu, dans quel endroit? Ça et le brouillard, ce que vous avez dit tout à l'heure. Si vous avez des cloches qui ont des sons clairs, dans le brouillard, vous n'entendez pas. Vous serez à 10 mètres, vous ne l'entendez pas. Qu'un toc, 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 vous l'entendrez toujours. Il passera toujours à travers le brouillard. Un son sombre, il passera toujours à travers le brouillard. Et c'est vrai que dans les alpages, l'été, du brouillard, ils en ont au printemps et à l'automne. Souvent, il y a des régions où ils n'ont pratiquement que ça, tous les jours. Il assourdit. Criez dans le brouillard, vous verrez, on ne vous attend pas. Si vous êtes à 50 mètres, on ne vous entend pas. Ça fait comme de la ouate, quoi. Ça étouffe complètement les sons. On dit qu'une sonnaille dans le brouillard, je vous parlais de la platelle tout à l'heure, qui est la sonnaille qui porte le plus dans le brouillard, on dit que les autres sonnailles ont tendance à devenir terreuses. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'humide du brouillard qui coupe cette longueur de son? Le son se coupe. On dit d'une sonnaille qu'elle devient terreuse. Voilà. Alors que ces sons plus ou moins terreux, je les retrouve plus dans les sonnailles cévenoles. C'est vrai que les cévenols, ce sont eux qui ont les montagnes les plus basses de France. Voilà. Dans de la végétation beaucoup plus dense, eux, quand on dit qu'ils gardent à bâton planté, ils gardent à bâton planté. On appelle ça être au cul du troupeau. Voilà. Eux, ils sont en permanence. Donc, ils n'ont pas besoin de sons qui portent très loin. Ils ont besoin de la multitude de sons pour savoir où se situe chaque bête, pour retrouver l'ensemble du troupeau, mais ils ne leur demandent pas cette longueur. Un berger, quand vous êtes à 3000 mètres d'altitude, où la végétation, il n'y en a pour ainsi dire plus, vous êtes au-dessus de la limite des arbres, vous donnez le sens au troupeau, le berger, bon, il y a la chaume, les brebis se mettent à la chaume, le berger peut redescendre à sa cabane. Quand le troupeau va redémarrer, il faut qu'il sache que le troupeau redémarre. Voilà. Donc là, ce qu'on recherche, c'est que le son soit le plus long possible, qu'on l'entende vraiment de très loin. C'est ça ce que le berger provençal recherche plus par rapport au berger cévenol. Vous avez nettement moins de cloches l'automne et l'hiver ici que ce que vous en avez en transhumance. Tout ce qu'on parlait tout à l'heure, des redons, des pics, des trucs comme ça, ici vous ne les avez plus. Vous n'avez plus que les sonnaillettes ou les sonnailles pour les brebis, pour les bessonnes. Là, ça redevient pratique. La sonnaille qui élève 2 agneaux, le troupeau qui est pas loin, qu'on arrive à suivre, qu'on arrive à surveiller. Bon, là, il n'y a pas de brouillard. C'est vrai que c'est plat. La croix, elle est plate. Il n'y a pas besoin de centaines et centaines. C'est pour ça qu'il y a, au printemps,
quand les marquages sont faits, tout est fait, il y a une matinée où on va mettre les sonnailles aux brebis. Et là, on va ensonnailler. Et là, on ensonnaille pour la montagne. Là, tout le monde sait qu'il va partir en montagne. Les boucs, les ânes, les chèvres, les chiens, tout le monde sait qu'il va partir en montagne. Quand ce brouhaha musical va démarrer, ça prévient en même temps tout le monde que c'est le départ. C'est le départ. C'est le départ. Il y a une anecdote où il a récupéré ce qu'on appelle la cabraille, les chèvres, les boucs. Il a apposé les redons sur les boucs, les sonnailles sur les chèvres, tout prêt pour faire la route. Dans la nuit, la clède, c'est-à-dire la barrière de la bergerie, s'est ouverte. La cabraille a démarré. La cabraille arrivait des Alpes, elle aurait pu retourner de là où elle venait de manger. Non, 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 elle a pris la route des Alpes. Du moment où on leur avait apposé leur sonnaille, les boucs savaient qu'ils partaient à la montagne. Et eux, ils ont pris leur train pour partir à la montagne. Et ils partaient pour la première étape et la deuxième étape. Et si vous ne les arrêtez pas, ils vous prennent le chemin, ils vous mènent à la montagne. Ils vous les mènent. Voilà. Tout. Ah, parce qu'ils se souviennent. Hein, ils se souviennent, bien sûr. De tout. Absolument. Ils se souviennent de tout. Les brebis, d'une année sur l'autre, quand vous allez toujours aux mêmes montagnes, elles savent très bien à quel endroit il faut qu'elles passent, à quel endroit elles ne vont pas passer. Au printemps, quelles herbes elles vont manger. Après, au mois d'août, les quartiers où elles vont monter. Elles savent tout ça, et vous ne cassez pas la tête. Hein. Le berger, il n'a qu'à juste diriger un petit peu. Il avait qu'à diriger, parce que maintenant, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres... Bon. Il faut les mettre au parc à cause des loups, à cause de ci, à cause de là. Bon, c'est d'autres problèmes. Mais on parle de la liberté et de la transhumance. Les brebis, elles faisaient ce qu'elles voulaient en montagne, mais elles ne faisaient pas n'importe quoi. Et les jeunes apprenaient des vieilles. Les jeunes qui étaient donc de l'année, qui étaient pour remplacer les vieilles qui allaient décéder ou qui allaient être vendues à l'automne, elles apprenaient dans l'été les passages où il fallait passer et tout ce qui s'ensuit. Et l'année d'après, vous aviez les autres qui prenaient le passage, même si vos vieilles, vous les aviez levées, vous en aviez d'autres qui avaient déjà pris le relais et qui savaient que là, il fallait monter là, il fallait monter là. Les ânes, sortis du train ou sortis du camion, vous aviez qu'à les lâcher, ils savaient à quelle cabane ils allaient. Pourtant, en montagne, il y a des cabanes, il y en a, hein, Patrick. Il y en a, hein. Des vallées, il y en a, hein. Eux, ils savent à quelle cabane il faut aller. Et on les lâchait, nous, hein. Quand on montait sur Belpredère ou tout ce coin, le Rousse, Ristolas, le Montbiseau, tout ça dans le Queyras et tout, on arrivait, on sortait des camions, les battait et partait devant. Et surtout que souvent, les brebis, bon, on ne prenaient pas le même chemin. On ne leur faisait pas suivre la route, quoi. On les mettait souvent dans les coteaux de montagne et elles avaient le temps de manger, d'être tranquilles, de se reposer, tout ça. Les ânes, le soir, vous les trouviez à la cabane. Hein. Ils attendaient. Hein. Pour être déballé. Vous avez l'équivalent, hein, quand vous montez en Lozère, c'est une chose qui m'a toujours fasciné. À l'heure de la traite le soir, vous avez dans le même village, un village que je connais particulièrement bien, qui s'appelle le village du Boucher. Vous avez les troupeaux de vaches qui rentrent seuls le soir, qui se croisent dans le village, mais les troupeaux se croisent. Il n'y a aucune bête qui se mélange, personne ne regarde l'autre, on se croise, chacun rentre à son étable pour la traite. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et dès qu'elle rentre dans l'étable, elle va à sa place. Pas à la place d'à côté. Non. À sa place. Ça, c'est l'instinct le véritable instinct de l'animal. Ouais. Ça, c'est, quand on vit avec les animaux, ça, c'est des trucs qu'on regarde, qu'on voit tous les jours. Quoi, Par contre, il faut savoir s'en servir aussi de ça. Parce que c'est bien de savoir s'en servir de ça. Quand vous avez un coup de chien en montagne ou un truc comme ça et que vous savez qu'il faut aller les faire passer dans un endroit, si vous avez quelques vieilles qui tirent devant ou quelques floucas ou quelques boucs qui savent qu'il faut passer là, ben eux, ils sont 50 mètres devant, ils ont déjà pris le passage et tout le monde suit, tout le monde part derrière. Ou la sortie de neige à l'automne. Quand elles sont prisonnières de la neige, si vous avez quelques boucs, il n'y a que ça qui vous sort. Hein. Sinon, vous y restez là-haut. Il suffit de faire la trace devant. Un bouc ou deux, ça suffit. Il y a 3000 brebis qui suivent. Voilà. Par contre, si vous n'avez pas de cabraille... Dans 1 mètre. Hein. C'est fini. Les brebis, là où elles sont, pour ainsi dire... Elles restent. Elles restent. Vous ne les sortez plus. Selon l'épaisseur de neige qu'il y a, vous ne les sortez plus. C'est pour ça que les troupeaux ici avaient toujours des gros boucs. Toujours. Et des chèvres. Parce que la neige ne se colle pas au poil de la chèvre, au poil... Puis comme il fait nettement plus froid, elles savent quand c'est qu'il faut partir. Que la brebis, elle a la neige qui se colle à la laine, elle devient plus lourde, elle se charge, et c'est fini. En plus, elles sont pleines à l'automne. Donc elles ont des ventres énormes, et elles n'arrivent plus à avancer. Dans la neige, elles n'avancent plus. Elles restent là, elles meurent là.
Ça reste là. Que si vous avez 2-3 boucs, vous prenez par les cornes et vous tirez devant. Et tout le monde vient. Après, c'est le système du mouton de Panurge. C'est pas nul. Savoir se servir de ce qu'on a, quoi. Ça a une certaine forme d'intelligence, ça on le sait. Des brebis qui se font copine avec le chien. Ça c'est incroyable à voir. Oui, vous gardez, vous avez le chien à côté, vous avez toujours les brebis qui viennent et qui essayent de se positionner à côté du chien. L'air de dire, le coup d'après quand tu bourres, tu mets le coup dedans à celle d'à côté, mais moi tu me touches pas. Vous avez des brebis qui savent très très bien le faire. Hein. Ah oui, Voilà. ils sont toujours à côté du chien. Toujours.